on va parler de photoenzymes, donc d'enzymes très particulières qui n'existent pas en très très grand nombre. Il y en a un certain nombre. On va discuter de certains mécanismes en sélectionnant quelques-unes de ces enzymes. Mais elles jouent des rôles très très importants, comme vous allez le voir. Et à cette occasion, donc, je suis très heureux de faire suivre mon cours d'un séminaire par William Rutherford, qui est là, et qui va nous parler sans doute de ce qui est le prototype, hein, et puis aussi peut-être le plus étudié des systèmes enzymatiques fonctionnant avec la lumière, qui est le photosystème. Et la question, donc vous le voyez dans le titre, hein, de l'oxydation de l'eau dans les systèmes vivants. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà, quelques exemples de systèmes. Des canaux et des pompes ioniques qui sont sensibles à la lumière, des photorécepteurs, des protéines photosynthétiques. Et je vais parler donc spécifiquement d'enzymes qui dépendent strictement de la lumière, c'est-à-dire, et qu'on peut classer en deux systèmes pour simplifier, soit les enzymes qui sont simplement activées par la lumière, c'est-à-dire qu'une fois que les photons ont déclenché un processus, il y a une sorte d'irréversibilité dans ce système transformant l'enzyme en un état actif, et la lumière peut s'arrêter et le système fonctionner. Et puis, appelons photoenzymes celles qui ont besoin d'un flux continu de photons. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'un ou plusieurs photons par cycle catalytique, et donc vous avez constamment besoin de photons. Dans le premier cas, une fois que vous avez activé le système, vous pouvez faire plusieurs cycles catalytiques, des milliers, en absence d'éclairement. Ici, ce sont les systèmes dont on va parler aujourd'hui. Des enzymes de réparation de l'ADN, une enzyme qui fait une chimie qui nous intéresse, enfin qui m'intéresse tout particulièrement dans le contexte, vous savez, de mon obsession sur les questions de la transition énergétique et des carburants de demain. La protochlorophyllide réductase, biosynthèse de la chlorophylle, une des enzymes. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir aujourd'hui le temps de discuter de ça, mais je le ferai la semaine prochaine. Bon, je ne suis pas très strict dans le déroulement des affaires, mais je continuerai sans doute un peu sur les photoenzymes la prochaine fois, avant de parler des flavines, comme c'est indiqué. Et puis le photosystème 2, on va en entendre parler, juste une ou deux slides pour vous mettre en appétit. Voilà. Le photosystème, c'est une partie de cette machinerie absolument incroyable qui permet de capter l'énergie solaire, d'oxyder l'eau, d'extraire les électrons de l'eau. Alors il faut deux photons, et puis ces électrons qui rentrent dans la capture du CO2 et sa transformation en toute la biomasse qui nous entoure. J'ai eu évidemment plusieurs fois l'occasion de discuter de cette transformation du CO2. Donc c'est ce système-là, donc on va en entendre parler. Le photosystème 2 ici, c'est celui qui fait l'oxydation de l'eau, comme on l'entend dans le titre de Bill, et c'est ce système extrêmement complexe qui est étudié depuis très très longtemps. Bill Rutherford a eu des contributions majeures dans la compréhension de ce système, et ça continue parce que c'est encore très complexe. Et une des choses très importantes, c'est que c'est bourré de cofacteurs, d'où la complexité du système, et en particulier pour un chimiste bio-inorganicien comme moi, il y a
l'unicité voilà, de ce cluster de manganèse et de calcium qui n'existe que dans ce photosystème, qui n'a pas d'équivalent ailleurs, que la nature a sélectionné pour faire cette chimie incroyable, donc d'extraire les électrons de l'eau, de catalyser donc l'extraction des électrons de l'eau pour les envoyer plus loin, moyennant qu'il y ait des trous qui soient créés par la lumière, mais on nous racontera ça tout à l'heure. Voilà. Je vais parler des photolyases parce que c'est quand même un système très très intéressant pour montrer comment la lumière agit à la fois pour faire fonctionner une enzyme, pour la réparer, enfin il y a tout un tas de choses. Alors ça vient de la constatation que lorsque vous éclairez, lorsque voilà, de l'ADN de vos cellules sont soumises à des rayonnements ultraviolets, vous avez des modifications de certaines bases. Et évidemment, ces modifications, alors je vais parler de deux principalement, ce qu'on va appeler cyclobutane pyrimidine dimer, CPD, c'est à peu près 80-90% des bases modifiées soumises à un rayonnement. Et ce qu'on appelle le cis-4 photoproduit, c'est à peu près 10-20% des modifications. Et évidemment, vous comprenez bien que ces modifications peuvent déclencher tout un tas de problèmes physiologiques, mutation égale potentiellement cancer, mort cellulaire, etc. Bon, il s'avère que voilà ici la structure des modifications. Donc vous voyez, c'est lorsque vous avez dans la séquence d'ADN un dimère de thymine, vous voyez, de thymine adjacente, vous créez soit cette lésion CPD, hein, donc vous faites ce cycle, ce cyclobutane qui lie les deux bases. Hein, donc vous voyez, c'est ces deux doubles liaisons en fait qui réagissent ici. Donc ça, c'est une première modification. Et une deuxième modification, c'est le cis-4, où là, vous créez une liaison entre la position C6 et C4. C4'. Donc retenez bien ces modifications. Eh bien, il existe des enzymes. Alors vous voyez la finesse de l'affaire, c'est que la photochimie déclenche ces modifications et des cancers et des potentiels, mais c'est aussi la lumière qui déclenche l'activité d'une enzyme pour réparer ces lésions. Et donc je vais commencer par... Et donc il y a ces enzymes s'appellent des photolyases. Ce sont des photoenzymes au sens où j'ai défini que ce sont des systèmes qui ne sont pas simplement activés par un photon, mais qui ont besoin constamment de lumière pendant l'activité enzymatique. Et donc, voilà ce que font ces enzymes. Ce sont des enzymes qui, après donc, dégradation, modification de ces deux bases, pour donner donc CPD ou cis-4, eh bien, ces enzymes sont capables, moyennant de la lumière, de régénérer un acide nucléique normal, donc fonctionnel. Donc là, c'est un des mécanismes de réparation de l'ADN, vous voyez, qui ne consiste pas, comme c'est souvent le cas, à couper la partie qui est modifiée et de la remplacer par la même séquence propre, mais qui prend l'ADN comme substrat lui-même. Voilà, il faut noter que tout ce travail dont je vais vous parler a évidemment été étudié par plein de groupes, mais ça a quand même conduit à un prix Nobel. Ces travaux sur la photolyase par Aziz Sankar, et vous voyez, c'est pas si vieux, c'est 2015. Et je vous invite à lire sa Nobel Lecture en 2016 dans cet article. Voilà, donc l'étude de ces enzymes ont conduit à montrer que dans tous les cas, il y avait une flavine. Alors, j'ai beaucoup parlé de flavine parce qu'en réalité, ces cofacteurs sont présents dans plein de systèmes. Comme vous l'avez vu dans la liste des cours, mes derniers cours porteront sur de la chimie de flavine nouvelle, parce qu'il continue à se passer des choses, même avec un
vieux chromophore comme celui-là. Voilà, le FAD, vous reconnaissez, parce que tout au long des années où j'ai parlé d'enzymes, j'en ai fait apparaître à de nombreuses reprises. Ce qui est important ici, ce n'est pas tellement cette chaîne-là, j'y reviendrai, la variabilité de ces chaînes, mais regardons surtout cette partie-là, qui est le cycle isoalloxazine, qui est le cœur de l'affaire. Et puis, vous avez un second chromophore dans ces systèmes. Qui servent vraiment à capter de la lumière et à faire des transferts d'énergie. Vous avez, donc c'est une sorte de photo-antenne qui améliore l'efficacité de la réparation. Et là, au cours des recherches, voilà, la nature a utilisé plusieurs types de molécules pour faire pour élaborer ce système de transfert, de capture de l'énergie solaire et de transfert d'énergie. Et donc vous avez un cofacteur qui est le méthylène tétrahydrofolate que vous voyez ici, qui a cette particularité, alors vous vous en souvenez ou vous vous en souvenez pas, et on en aura besoin plus tard, c'est ce CH2-là qui est très réactif, mais dans ce cas-là, c'est une photo-antenne qui va prendre de l'énergie. Vous avez aussi des enzymes avec une déazaflavine. Vous voyez, ici, il manque un azote par rapport à la flavine, et ça change complètement toute la propriété de réaction de ces groupements. Ils ne vont pas du tout avoir les mêmes réactions, mais là encore, ce sont des chromophores. Et puis vous avez des cas où il y a une deuxième flavine, qui peut être FAD ou FMN. Donc une assez grande variété. Alors, je rappelle simplement que les flavines, elles peuvent avoir tout un tas. Alors, je me concentre sur le cycle isoalloxazine, tout un tas d'états redox et d'états de protonation. Évidemment, tout ça est en équilibre et ça va dépendre du pH dans lequel se trouve le système. Mais néanmoins, les systèmes les plus caractéristiques, c'est la flavine à l'état oxydé. Ici, vous voyez, vous avez cette sorte de cette iminoquinone, N double liaison simple double liaison N. Donc ça, c'est une flavine à l'état oxydé et qui est caractérisée par ce spectre. Alors ce qui est intéressant avec les flavines, comme vous le savez, c'est qu'il y a des signatures spectroscopiques extrêmement claires. Donc ça, c'est la partie oxydée en bleu, là, le spectre. Quand c'est réduit à un électron, vous avez cette forme radicalaire qu'on va appeler FADH point, qui a ce spectre rouge, donc vous voyez très très différent, donc très facilement détectable. Et puis si vous réduisez encore à un électron, vous avez la forme FADH2 ou déprotoné une fois ici, vous voyez, FADH-, et là vous vous trouvez avec des spectres correspondant ici à la signature verte. Donc vous voyez, très différent, donc c'est assez facile de suivre tout ça. Eh bien, dans les photolyases, à l'état natif, actif, c'est cette forme-là qu'il faut obtenir. Et dès que l'enzyme passe à d'autres formes, elle est inactive, et en particulier sous cette forme radicalaire, ça peut lui arriver, vous allez voir, et à ce moment-là, et sous cette forme-là, si ce truc cet intermédiaire est oxydé pour tout un tas de raisons, à ce moment-là, vous avez des formes qui sont inactives. Et quand ça arrive, évidemment, il faut que l'enzyme soit réparée elle-même. Vous voyez, une enzyme de réparation qui doit être réparée. On verra aussi les questions de réparation de ces enzymes. Voilà, donc très tôt, évidemment, dans ces recherches-là, la structure cristallographique de la protéine est importante à obtenir. Et voilà, la première structure est parue dans Science en 1995. C'est un papier de Sankar. Et là, ce qu'on observe, c'est juste pour vous donner une vision de l'organisation du système. C'est-à-dire que vous avez, et ça c'est un cas où c'est la photolyase d'Escherichia coli, une bactérie, vous avez le méthylène tétrahydrofolate qui n'est pas très très loin de la flavine, et la flavine a cette particularité dans ce système-là, parce que dans d'autres, cette queue ici est très étendue, ici, le FAD est replié, l'adénine ici est repliée vers le cycle isoalloxazine. Bon, c'est une des caractéristiques, il n'y a pas
tellement plus à dire. Et ce qu'on voit ici, c'est une cavité. C'est une cavité, vous voyez, qui est une sorte de trou entouré de charges positives, qui est très proche du FAD. Ici, c'est ce qu'on voit. Oui, puisqu'en rouge, vous avez le FAD, là, donc vous avez ici de l'espace, et à ce moment-là, c'est assez pertinent de penser que c'est là que va venir le dimère de thymine, le cyclobutane, hein, puisqu'on parle de CPD ici, hein, spécifiquement. Et c'était ça l'hypothèse de départ. Et donc avec l'idée de finalement d'utiliser que la nature utilise donc le méthylène tétrahydrofolate pour absorber la lumière bleue, proche UV, et transférer cette énergie d'excitation à la flavine qui est à l'état réduit. Et vous voyez, il y a une distance de 16 angstroms. Et ceci se passe en effet de façon extrêmement efficace. Alors en 2004, 10 ans plus tard, il y a un formidable travail, et là on retrouve par exemple toute la chimie de Thomas Carrel en Allemagne, qui passe par un travail formidable de synthèse d'abord. Le substrat est un substrat de synthèse qui est constitué d'un 14-mer avec un CPD synthétique. Donc ici, vous avez le substrat qui a été synthétisé, et la synthèse a permis d'installer au milieu de ce double brin un dimère de thymine, donc qui a la structure du CPD, hein. Et c'est ça qui a été utilisé pour être mis en complexe avec une CPD photolyase. Dans ce cas, c'est une photolyase qui vient de cet organisme, et là, ce n'est pas le méthylène tétrahydrofolate, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est le même type de mécanisme. C'est une déazaflavine qui est présente comme second chromophore. Et lorsque, donc ça, c'est le substrat donc, qui n'est pas complexé à la protéine, et ce qui est évidemment superbe, c'est que dans ce travail, la structure du complexe, c'est-à-dire de la photolyase elle-même, la protéine, en complexe avec le double brin, a été obtenue, hein, c'est ce que vous voyez ici. Également, la protéine, ici, cette partie-là est finalement zoomée et représentée ici. Et alors, ce qu'on observe, c'est que, en réalité, dans cette structure, ce n'est pas le substrat qu'on voit. Et ce qui est assez clairement établi, c'est que, comme ces cristaux sont soumis à des rayonnements, eh bien, il y a eu de la réparation du substrat. Il y a eu de la transformation en dimère de thymine normale, sauf que comme on est en milieu, enfin dans des conditions figées, c'est un cristal, etc., on a l'image du produit, mais dans la configuration du substrat initial. Et vous voyez que ce double brin n'est pas le même que le brin initial, évidemment. On voit qu'il n'y a plus le cyclobutane, mais il est dans une configuration où ce dimère de thymine réparé se trouve dans la cavité proche de la flavine. Et donc, en effet, le produit s'est formé, mais il a été maintenu dans le site, ce qui est formidable parce que ça nous permet de voir le site du substrat, sauf qu'il est occupé par le produit qui est dans cette configuration figée. Et bien sûr, ça donne tout un tas d'informations. Et donc, vous voyez ici la déazaflavine est à 8-9 angstroms de la flavine. Et vous voyez ici le substrat, ici en l'occurrence c'est le produit, mais le substrat est probablement positionné là aussi et très proche de la flavine à 3 angstroms de distance. Et donc on a ce schéma-là, la photolyase
le photon qui active le chromophore, du transfert d'énergie à la flavine et la chimie de la flavine qu'on va discuter pour agir sur le CPD. À nouveau, ici, par honnêteté, ce n'est pas le CPD qui est représenté, c'est le produit de la réaction, parce que c'est ça qui a été vu dans le cristal. Mais on aurait pu ici dessiner un CPD et ça aurait été pareil. Voilà. Alors, il y a eu, je n'ai pas le temps de rentrer dans les techniques d'analyse de ce type de système, c'est des spectroscopies assez sophistiquées d'absorption, de fluorescence résolue dans le temps, ultra rapide, etc., qui conduit au mécanisme suivant. Vous avez votre flavine à l'état réduit, la lumière bleue excite. Alors ici, le chromophore, c'est le méthylène tétrahydrofolate, mais remplacer ça par des azaflavines dans une autre enzyme, c'est pareil. Et ensuite, vous avez un transfert d'énergie de sorte que votre flavine ici est excitée. Elle est riche en énergie, elle est toujours dans le même état redox et de protonation, mais elle est remplie d'énergie. Et ensuite, vous avez un transfert d'électrons. Vous voyez, cette cétone ici est assez réductible. Vous avez un transfert d'électrons qui donne ce radical anion. Et c'est ça qui déclenche la fragilisation de ces liaisons. Vous allez conduire à une cassure de ces liaisons carbone-carbone pour donner cet intermédiaire. Et ensuite, par tout un tas d'arrangements radicalaires, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, c'est de la chimie organique complexe, mais vous voyez, avec des intermédiaires d'une très grande réactivité, et comme vous le voyez, ça se passe en des temps très courts, ici moins de 10 picosecondes pour la cassure de la liaison carbone-carbone, ici 90 picosecondes. Là, vous avez libéré les deux thymines, et ensuite, vous comprenez que ce FADH-, là, après qu'il ait transféré son électron, est sous forme radicalaire, donc pas actif, hein, je l'ai dit, et il faut que l'électron revienne sur la flavine et pour fermer le cycle, et on régénère et on a réparé l'ADN. Et on est retourné au système. Voilà, à nouveau, eh bien, ce que montre ceci, c'est que à quoi sert la lumière ? La lumière sert à activer la flavine. La flavine est réductrice, on a besoin d'elle comme pour transférer un électron au substrat, simplement son potentiel redox n'est pas assez négatif, c'est pas assez réducteur, et donc il faut lui envoyer de l'énergie, et ça se fait par le mécanisme que je vous ai indiqué. Et voilà à nouveau, et je vais aller vite, hein, vous avez votre CPD ici, donc cyclobipyridine butane, cyclobutane pyrimidine dimer, pardon. Ici, vous passez à un état d'énergie beaucoup plus élevé, et là, vous avez le potentiel redox qui est nécessaire pour transférer les électrons et déclencher toute la suite de transformations radicalaires jusqu'au niveau de FADH- et de la lésion maintenant réparée, c'est-à-dire le dimère de thymine actif. Voilà, donc tout ça est très bien compris, et évidemment, c'est organisé de façon... oui, c'est ça, on a les thymines. Voilà, c'est organisé de façon, sur le plan structural, extrêmement fine, avec le positionnement donc, du substrat proche de la flavine pour faire ce transfert d'électrons. Voilà. On retrouve ça, mais simplement ici, ce que je veux vous montrer, c'est que voilà, la lumière conduit à cette modification d'ADN, la formation de CPD, et ensuite vous avez la photolyase qui est elle-même activée par la lumière, moyennant qu'elle a ce FAD à l'état complètement réduit, et ça fait la réparation. Cela dit, effectivement, dans certaines conditions, avec d'autres types de rayonnement, en particulier, mais pas uniquement,
vous avez de temps en temps la formation de ce FADH point qui s'accumule et qui est donc une oxydation à un électron de la flavine et qui est inactif, comme je l'ai dit. Et donc la question c'est, dans ces cas-là, comment l'enzyme peut réparer le système, c'est-à-dire revenir à FADH point après avoir accumulé cette espèce radicalaire inactive. Eh bien, là aussi, cette réparation se fait grâce à la lumière. Et si on regarde l'environnement de la flavine, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'elle est au bout, par exemple, et ça a été vu, vous voyez, dans cet article, Nature 2000, ça a été traité ainsi, vous avez une chaîne de tryptophane dans cette protéine. Vous allez voir, il y a des chaînes plus complexes. Et l'hypothèse, c'est que alors, le FADH point est stable, mais là aussi, dès que vous le remplissez d'énergie avec une activation lumineuse, à ce moment-là, son potentiel d'oxydation est suffisant et il peut extraire un électron d'un tryptophane voisin et lui-même, alors le 306, ah oui, le 306 est là, extraire un électron, créer un radical cation lui-même assez oxydant pour extraire un électron ici, lui-même assez oxydant pour extraire un électron, et en fait, vous déplacez votre équivalent oxydant, donc vous avez retrouvé votre FADH-, hein, et vous avez un radical ici qui est formé. Évidemment, il ne va pas rester radicalaire tout le temps, il faut qu'il y ait une source d'électrons, un électron qui vienne finir la réparation à travers la reformation d'un tryptophane à l'état actif. Alors tout ça a été très très bien étudié, il y a toutes les cinétiques possibles, mais vous voyez, le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez une excitation de votre cofacteur radicalaire qui a le potentiel suffisamment oxydant pour extraire un électron à partir du dernier tryptophane. Et évidemment, après, la question, c'est qu'il faut un électron qui réduit ce tryptophane, ce radical tryptophanyle pour qu'il redevienne un tryptophane normal. Ça, c'est un exemple, hein, mais vous avez, par exemple, des systèmes dans lesquels vous avez des chaînes plus complexes. Ici, par exemple, vous avez une autre protéine. Vous voyez la flavine. Et vous voyez un tryptophane, un quatrième tryptophane et une tyrosine. C'est une chaîne de transfert de radical qui éloigne le plus possible l'équivalent oxydant de la flavine. Alors ça permet cette séparation de charge qui est absolument essentielle, sinon on revient en arrière. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir ici à travers tous ces retours sur le FADH point. Tous les intermédiaires ici, mais je n'ai pas le temps de discuter de ces questions de séparation de charge, tous ces intermédiaires ici, s'ils ne suivent pas ce chemin pour aller jusqu'au dernier tryptophane, peuvent se stabiliser par retour sur FADH point. Et avec des cinétiques, vous voyez, qui sont quand même assez rapides, même si, évidemment, le système est fait pour que ce chemin-là soit plus rapide que ces systèmes de désactivation, et c'est pour ça que c'est fait comme ça. Et tout ça a été très bien démontré, là aussi, par des spectroscopies d'absorption résolues dans le temps, parce que tous ces radicaux ont des propriétés spectroscopiques, ont des signatures très claires. Par exemple, vous voyez, les radicaux tryptophanyles, tels que ceux détectés dans les systèmes où il n'y a que des tryptophanes, avec des absorptions autour de 520 nanomètres, c'est tout à fait caractéristique d'un radical tryptophanyle. À l'inverse,
si vous avez en bout de chaîne une tyrosine, ça se voit parce que vous avez une absorption autour de 410 nanomètres. Donc tout ça est à la fois passionnant et en même temps intéressant parce que c'est tout à fait accessible, je dirais, moyennant, mais il n'y a que des spécialistes qui peuvent faire ça, c'est aussi des machines spéciales, des spectroscopies spéciales que vous ne trouvez pas dans tous les laboratoires, donc, mais ce sont des spectroscopies qui permettent vraiment d'avoir des cinétiques très très rapides et d'avoir l'évidence directe de tous ces intermédiaires dont je vous parle. Je vais parler de la 6,4 photoliase maintenant, qui est une chimie qui a été un peu plus discutée parce que la partie organique, transfert de radicaux, etc., est peut-être un peu plus complexe. Et donc, vous voyez ici, donc ça c'est le 6,4, donc avec cette liaison entre le carbone 4 et le carbone 6 des deux bases. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans cette transformation de réparation. Il faut casser la liaison C5OH ici, il faut casser la liaison ici entre les deux bases, et il faut transférer cet atome d'oxygène de C5 à C4'. C'est-à-dire ici, il faut que cet oxygène vienne ici. Vous voyez. Donc ça, c'est quand même pas trivial. Alors, là aussi, ce sont des systèmes qui sont construits, comme je vous l'ai dit, avec un chromophore. Ici, un exemple, c'est la D-azaflavine. Et l'idée est la même, c'est-à-dire que vous avez un FADH- qui reçoit de l'énergie donc, de ce chromophore. Ce FADH- très actif est à ce moment-là capable d'envoyer un électron sur le substrat pour donner des espèces radicalaires que je ne discuterai pas parce que lorsque ce mécanisme a été proposé, il y avait un intermédiaire oxétane qui est aujourd'hui remis en cause et vous allez voir les mécanismes qui sont acceptés aujourd'hui. Là aussi, cristallographie, je dirais, de compétition, et ça c'est aussi le travail de Thomas Carrel, donc avec une enzyme de Drosophila melanogaster, pareil, même démarche, c'est-à-dire que le substrat c'est un 15-mer, que vous voyez ici, avec une lésion 6,4 qui a été synthétisée, installée dans l'oligonucléotide. Et succès, puisque le complexe entre cette petite molécule, au fond, ce n'est qu'un 15-mer, double brin, ce petit substrat s'accroche bien à la protéine. Et vous avez donc un complexe enzyme-substrat. Et dans ce cas-là, même remarque que tout à l'heure. D'ailleurs, j'aurais dû le mentionner, je ne l'ai pas fait, excusez-moi, mais je reviens sur cette fameuse structure, c'est-à-dire que vous voyez que la différence entre ces deux structures implique qu'il y a une sorte de driving force imposée par la protéine pour sortir, déplacer le substrat, le CPD, pour aller le mettre dans la poche. Si le double brin restait dans cette position-là, la flavine n'aurait pas accès à ce substrat. Donc, et l'image qu'on voit ici, et dont j'ai dit qu'il représentait aussi la situation conformationnelle dans le cas du substrat lui-même et pas le produit, eh bien on voit que, en effet, le substrat et ici le produit ont basculé de façon extrêmement importante pour aller se figer dans le fameux trou, ici, dans cette position-là. Eh bien, c'est la même chose avec le 6,4, c'est exactement la même stratégie, puisque la structure montre en effet que le dimère ici, de thymine, modifié, le 6,4, n'est pas à l'intérieur du double brin, mais est également sorti. Donc là aussi, il y a des forces, pas obscures, mais des forces hydrophobes, électrostatiques, etc., qui tirent le substrat à l'intérieur de la poche, et évidemment, afin
et c'est ce qu'on voit ici, vous voyez le 6,4 est là, afin de le rapprocher de la flavine, puisque là aussi il va y avoir un transfert d'électrons qui va être mis en place. Et là il y a des acides aminés absolument essentiels pour positionner ce substrat. Ce sont des histidines ici, 365, 369, cette glutamine 299. Tout ça a été conforté par de la mutagénèse dirigée qui montre l'importance de ces acides aminés. Donc on retrouve cette structure, hein, ici ça a été zoomé. Vous voyez le dimère ici. Et donc l'idée en fait c'est que cette histidine ici sert ah oui, pardon, excusez-moi. La première étape, donc vous avez votre liaison, hein, que vous devez casser ici. Vous avez un électron qui est envoyé de la flavine excitée, hein, à nouveau, bien sûr, et vous créez le même type de radical que celui que j'ai indiqué dans le cas de CPD. Hein. Vous avez ce radical, et c'est lui qui déclenche à la fois la cassure de la liaison carbone-oxygène, ici, départ de la molécule d'eau assistée par ces histidines qui jouent un rôle absolument essentiel. Et l'hypothèse qui est faite ici, c'est que cette molécule d'eau ou cet hydroxyde attaque cette position. Vous avez cet intermédiaire radicalaire et ce radical-là fragilise la liaison adjacente, la carbone-carbone, et vous avez la rupture de la liaison carbone-carbone pour finalement, après don d'électrons retournés à la flavine, hein, puisqu'entre-temps elle est devenue FADH point, donne le produit réparé. Alors c'est une chimie qui est pas évidente, hein. Enfin, pour les chimistes organiciens, s'ils veulent bien réfléchir à ça, c'est intéressant, mais c'est pas si évident. C'est plus complexe. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le type de mécanisme qui est proposé. Alors, plus récemment, donc, on continue à étudier ces systèmes. Plus récemment, on trouve des photolyases avec des nouvelles classes de photolyases. Et ici, la 6,4 photolyase qui n'avait été trouvée que chez les eucaryotes, vous voyez, à partir du début des années 2010, on trouve aussi des 6,4 photolyase chez les prokaryotes. Voilà quelques-unes de ces bactéries, Agrobacterium tumefaciens, Rhodobacter spheroides, on en trouve chez les archébactéries. Et là, on a une nouvelle classe de photolyase 6,4 qui apparaît, qui non seulement contient un FAD, mais qui contient un chromophore qui est différent des trois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est la diméthyl ribithyllumazine, vous voyez, c'est cette molécule-là. Alors, cette molécule, on comprend on comprend immédiatement qu'elle puisse avoir des propriétés photochimiques. Comme vous voyez, son spectre d'absorption ici dans le visible à 410 nanomètres, son spectre d'émission à 470. Donc on peut comprendre qu'elle puisse collecter des photons dans le proche UV. Et alors, comment ça a été découvert? Eh bien, là aussi, je vous ai déjà raconté des histoires comme ça. C'est-à-dire que la cristallographie de protéines peut être parfois un outil formidable, pas simplement pour avoir une image de cofacteurs qu'on a découverts, mais aussi pour découvrir de nouveaux cofacteurs. J'ai déjà raconté des histoires comme ça, où la structure aux rayons X de cette protéine, à partir du moment où elle est à résolution suffisante, vous pouvez, et dans laquelle vous découvrez des densités électroniques
qui prouve l'existence d'une petite molécule à l'intérieur de la protéine, vous donne la voie vers une recherche de ce que c'est que cette molécule. Alors, la densité électrolytique ne suffit pas, évidemment, à identifier, mais à ce moment-là, vous déclenchez toute une série d'études, de chromatographie, de spectrométrie de masse, de spectroscopie d'absorption de lumière, enfin, etc., etc. Et c'est ainsi qu'il a été établi et finalement démontré qu'en effet, cette protéine, cette enzyme contenait en effet du FAD, vous voyez, dans une conformation qui ressemble à toutes celles que j'ai montrées déjà, et ce chromophore, qui est représenté ici à 13 angstroms, une distance tout à fait raisonnable pour du transfert d'énergie. Et l'autre surprise, c'est de constater que c'était une protéine fer-soufre, c'est-à-dire qu'à 18 angstroms, ici, vous avez un cluster 4 fer, 4 soufre. Vous voyez, la structure, c'est récent, hein, c'est 2013. Alors 18 angstroms, c'est enfin, théorie de Marcus et transfert d'électrons à longue distance dans les protéines, etc. C'est trop long pour un transfert d'électrons, donc c'est assez difficile d'imaginer que ce cluster a un rôle dans le transfert d'électrons entre les deux cofacteurs. Bon, il s'avère qu'il est aussi situé dans le domaine de fixation de l'ADN. Voilà, donc est-ce que c'est un outil de stabilisation de structure, d'interaction avec le brin d'ADN qui va venir se coller à cet endroit-là? Voilà, ça c'est le genre d'hypothèse qu'on fait quand on n'a rien à dire. Voilà, donc ici, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'ici, on a superposé le site FAD de cette nouvelle protéine avec la structure de mélanomaster que je vous ai montré, c'est-à-dire la photolyase 6,4 que j'ai discuté précédemment. Et ce qu'on observe, c'est que, vous voyez, on superpose la flavine et on trouve en particulier un certain nombre d'acides aminés, en particulier cette fameuse glutamine qui était 299 dans la précédente, qui jouait un rôle très très important, de la même façon que cette histidine 366 qui était 365 dans l'autre. Donc on se dit qu'on a un bon modèle, on a un bon modèle du système et que probablement voilà, la protéine fonctionne de la même façon. Ici, c'est la structure du cluster 4 fer, 4 soufre. Alors là, c'est juste pour montrer qu'on a superposé, enfin les auteurs ici ont superposé pour pousser l'idée que ce cluster fer-soufre joue un rôle dans la fixation de l'ADN. C'est que, comme vous le savez peut-être, il y a quand même pas mal de systèmes contenant des clusters fer-soufre qui jouent des rôles dans le métabolisme de l'ADN, dans la structuration de l'ADN, et par exemple des primases, des hélicases, des polymérases, tout ça contient des clusters fer-soufre. Et ici, ce qui est proposé, c'est que, enfin, voilà, en superposant la photolyase avec une primase, ici, eh bien, on a des homologies structurales et on retrouve les clusters positionnés au même endroit. Qu'est-ce que ça nous dit? Pas grand-chose, si ce n'est que peut-être, en effet, ça joue un rôle dans la fixation de l'ADN. Bon, là, il y a beaucoup de recherches et sur cette dernière image, je vais m'arrêter sur les photolyases et vous parler d'un autre système qui a été découvert très, très récemment et qui est, en anglais, fatty acid photodécarboxylase. Ça m'intéresse énormément, puisque, en effet, c'est une enzyme qu'on trouve dans des microalgues. Ici, c'était Chlorella variabilis, qui, moyennant l'apport de la lumière, transfère des acides gras à longue chaîne en alcane et en alcène. Donc là, on est dans la considération de systèmes qui permettent d'utiliser la biomasse pour faire des biocarburants ou des molécules utiles pour l'industrie chimique, et donc c'est tout à fait intéressant.
Je ne dis pas toute l'histoire, vous trouvez cette belle histoire dans Arrêt en cours, non, ça c'est pas bien. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire de la découverte de cet enzyme. Néanmoins, voilà, vous avez ici un site de fixation de FAD. Donc là, à nouveau, on retrouve ce cofacteur. C'est une flavoenzyme. On a le site de fixation du substrat, et puis on a un peptide qui permet d'adresser cette protéine au chloroplaste. Eh bien, voilà, quand cette protéine a été purifiée, évidemment, elle a montré une activité à l'état pur. Et ici, c'est une activité qui est une mesure de la production de CO2. Et c'est encore mieux si vous faites du marquage, mais je ne rentre pas dans le détail de l'essai enzymatique. Mais en gros, voilà, ce qu'on voit, c'est que le substrat éclairé, il ne lui arrive rien. C'est l'acide palmitique ici qui est le substrat type. Et lorsque vous éclairez en présence de l'enzyme, vous avez formation de CO2 et vous formez un pentadécane par une réaction de décarboxylation. Plusieurs substrats. Alors c'est une réaction, ici c'est classique, hein, qui est enzyme dépendante. Hein, plus vous avez d'enzymes, mieux ça marche. Et puis c'est assez sélectif d'une certaine longueur de... Oh là là, c'est le souk. Vous avez une certaine spécificité de substrat avec une longueur de chaîne. Hein, vous voyez que lorsque vous avez 12 carbones, ça marche plus beaucoup, et en dessous, pas du tout. Et voilà, quand vous êtes entre 16, 17, entre 14 et 18, ça marche. Et puis, ici, ce sont des... Alors, vous voyez, ça, ce sont des acides gras saturés, et vous avez aussi la possibilité de transformer des insaturés. Voilà. Là aussi, donc... ce qui est proposé, c'est que le FAD soit un chromophore, et de fait, c'est assez bien démontré par ce type d'étude où vous regardez l'activité ici, formation de pentadécane en fonction de l'irradiation, et vous voyez que ça colle avec le spectre du FAD, et donc, en effet, le FAD ici joue le rôle de collecteur de lumière. Donc, ça va être différent hein, de la situation des photolyases. Hein. Et par contre, très vite, on comprend que c'est une photoenzyme, c'est-à-dire le cas où il faut éclairer en permanence le système. Hein. Vous le voyez ici, pas d'activité, vous éclairez dans le rouge, pas d'activité, vous éclairez dans le bleu, ça marche, si vous revenez dans le noir, ça ne marche plus. Donc il faut de la lumière en permanence, c'est une photoenzyme. Et l'activité dépend de la lumière. Ah, alors... Là aussi, apport de la biologie structurale, on a une structure cristallographique de cette enzyme. Et ici, c'est encore plus intéressant quand vous avez aussi la structure avec des analogues de substrats ou des substrats. Et c'est le cas. Ici, vous voyez en vert, là, ici, vous voyez la fin du carboxylate, c'est l'acide palmitique. Et qui s'installe dans cette poche qui est contrôlée par cette tyrosine, ici, ce canal. Et puis vous avez la flavine au bout de la poche. C'est ce que vous voyez notamment ici. Vous voyez le carboxylate de l'acide, et le voilà, l'acide palmitique. Et vous voyez que ce carboxylate vient très proche de la flavine. Tout ça est très joli, et là, je n'ai pas trop le temps, mais en gros, par des études à nouveau de spectroscopie optique résolue dans le temps, de spectroscopie d'absorption transitoire, ce qu'on observe, c'est que, vous voyez, ici, vous avez un quenching de fluorescence extrêmement fort comparé, enfin, quand il y a le substrat, à comparer avec la situation dans laquelle il n'y a pas le substrat. Donc, ceci indique bien qu'après éclairement du FAD, vous avez un état excité qui... donc là, excusez-moi, j'aurais dû dire que le FAD est dans un état oxydé. Et là, c'est le substrat qui envoie un électron de la FAD pour donner cet intermédiaire-là. Et ensuite,
ce qu'observe, ce qu'on apprend de tout ça, c'est que au bout d'un certain temps, vous retournez à FAD, mais bon, je n'ai pas le temps de détailler ces expériences. Ce qu'il faut retenir, c'est cela. Grâce à ce positionnement relatif du substrat avec la flavine, ici, à nouveau, lorsque vous avez une situation acide, FAD, il ne se passe rien, bien sûr, parce que le substrat ne peut pas transférer des électrons à FAD. FAD n'est pas assez oxydant. Là, c'est la même chose. Vous éclairez, vous passez à un état excité qui devient suffisamment oxydant pour tirer un électron de la molécule ici, du CO2-, et vous faites une espèce radicalaire ici qui déclenche la rupture homolytique de la liaison carbone-CO2, et à ce moment-là, vous créez un substrat. Alors le FAD est devenu radical, le substrat est devenu radical lui-même, puisque CO2 est parti, et ensuite, vous avez apport d'un proton et retour au FAD oxydé, et là, il faut quelque chose qui fasse cette réaction, et on se posera la question de savoir comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez cette molécule produite, elle sort et vous récupérez le substrat. Donc là aussi, c'est une histoire d'activation lumière dépendante, photochimique de la flavine, qui acquiert un pouvoir oxydant. Vous voyez que par rapport au système précédent, il n'y a pas besoin d'un chromophore pour transférer de l'énergie au FAD et pour le rendre plus réducteur ou plus oxydant. Ici, c'est directement. On pourrait se dire pourquoi la nature, dans ce cas, s'est embêtée avec des azaflavines, des lumazines, des méthylène tétrahydrofulates, puisqu'on pourrait le faire sans doute aussi bien avec FAD. Mais ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de deuxième chromophore. Voilà. Je crois que ça tombe bien. J'arrive au bout, mais vous voyez, c'est un système qui a été pas mal étudié. Et il s'avère que c'est un système qui a été, je crois, découvert en France, étudié en France, notamment par nos collègues de Cadarache, Saclay peut-être, oui. Donc tout un réseau, puisque vous voyez, c'est une combinaison de spectroscopies diverses, de cristallographie résolue dans le temps, là aussi de spectroscopie, de chimie théorique. Et tout ça a conduit à récemment, donc publié en 2021, d'une structure à 1,8 angstrom de résolution, où on voit une molécule d'eau ici à côté du substrat, une arginine qui joue un rôle important et qui est peut-être, c'est ce qui est proposé, le fameux XH ici, qui donne les hydrogènes, les atomes d'hydrogène. Et ce qu'on observe, c'est que, notamment par les techniques de spectro résolus dans le temps, qui montrent que la libération du CO2 se fait instantanément après que le transfert de l'électron soit exercé entre le substrat et le FAD, et le CO2 se convertit en bicarbonate dans le site actif. Alors, je vais voir si ça marche. J'ai été très ambitieux là, mais ça c'est une vidéo et je vais finir là-dessus, que vous pouvez trouver évidemment sur Internet, mais je vous la montre, en espérant que ça marche. Les microalgues sont des micro-organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent utiliser le CO2 atmosphérique pour synthétiser les molécules organiques dont elles sont constituées. Les biotechnologistes s'intéressent aux microalgues car elles produisent toute une variété de biomolécules intéressantes pour la nutrition, la pharmacie ou la chimie. Les microalgues produisent aussi de grandes quantités de lipides
et en plus faible quantité des hydrocarbures semblables à ceux trouvés dans le pétrole. Une enzyme baptisée FAP, acronyme anglais pour acide gras photodécarboxylase, leur permet de convertir les acides gras constituant leurs lipides directement en hydrocarbures. La FAP est d'un type très rare qu'on appelle photoenzyme, c'est-à-dire une enzyme capable d'utiliser l'énergie lumineuse pour accomplir sa réaction. Le contexte de la découverte et les applications potentielles de cette enzyme sont présentés dans la vidéo « Mettez une algue dans votre moteur » dont le lien apparaît dans la description. La FAP offre aussi de belles perspectives pour la recherche fondamentale sur la catalyse enzymatique. Si l'on souhaite étudier les mécanismes enzymatiques, une difficulté majeure est d'arriver à synchroniser l'ensemble de l'échantillon. Comme vous pouvez le voir, dans un échantillon contenant des enzymes et leurs substrats, celles-ci vont se trouver à différentes étapes de leur cycle catalytique, ce qui rend leur étude difficile. Les photoenzymes permettent de suivre les réactions catalytiques en temps réel, car toutes les réactions enzymatiques peuvent être déclenchées simultanément par l'utilisation d'impulsions lumineuses. Avec les photoenzymes, étudier des phénomènes qui durent seulement des millièmes de milliardièmes de seconde devient possible. Nous avons utilisé toute une panoplie d'approches biophysiques et biochimiques afin d'élucider le mécanisme de la FAP. Voyons ce qui a été découvert et entrons au cœur de l'enzyme, ce qu'on appelle son site actif. Nous trouvons du FAD, un dérivé de la vitamine B2, qui est une petite molécule associée à l'enzyme et indispensable à son fonctionnement. C'est le FAD qui permet à l'enzyme d'utiliser la lumière. Les autres éléments essentiels à la réaction sont le substrat, un acide gras, un acide aminé très particulier de l'enzyme, une arginine, ainsi qu'une molécule d'eau. Comment se déroule le cycle catalytique de l'enzyme? Il est initié par l'arrivée sur l'enzyme d'un photon, qui va être absorbé par le FAD. Le FAD, ainsi énergisé, souhaite alors se débarrasser de cette énergie excédentaire, et pour cela, il va arracher un électron au substrat en 300 picosecondes, ce qui entraîne la décarboxylation spontanée du substrat, c'est-à-dire la coupure de l'acide gras en un radical alkyle et une molécule de CO2. Le radical alkyle est presque un hydrocarbure, il lui manque juste un atome d'hydrogène, c'est-à-dire un proton et un électron. Cet hydrogène lui est rendu par le transfert combiné d'un proton de l'arginine et le retour de l'électron qui était en attente sur le FAD. L'hydrocarbure est ainsi formé en 100 nanosecondes. À ce stade, il manque donc un proton sur l'arginine. C'est ici que la molécule d'eau entre en jeu en se fractionnant en proton H+, et en ion hydroxyde, OH-. Le H+ retrouve l'arginine, et le OH- réagit avec le CO2 formant du bicarbonate dans un procédé extrêmement rapide. Enfin, le bicarbonate va quitter le site actif de la protéine. On ignore encore s'il sort de la protéine telle qu'elle ou après retransformation en CO2. La sortie du bicarbonate, ou CO2, sera suivie du retour en 3 millisecondes d'une molécule d'eau. Le produit, hydrocarbure, quitte finalement le site actif et un nouvel acide gras peut alors faire son entrée. Un nouveau cycle réactionnel commence. L'étude détaillée de cette photoenzyme a révélé des détails insoupçonnés comme l'implication d'une arginine et apporté une meilleure connaissance des processus ultra rapides ayant lieu dans le vivant. L'élucidation du cycle catalytique de la FAP devrait en outre contribuer à améliorer cette enzyme en vue d'une production industrielle d'hydrocarbures biosourcés. Pour plus d'informations, ces travaux ont été publiés dans la revue Science et le lien vers la publication est disponible dans la description. Voilà. 2 articles dans Science. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être je reprendrai la semaine prochaine, peut-être en finissant là-dessus, parce que c'est assez intéressant. Ces histoires d'applications biotechnologiques, c'est quand même intéressant. Voilà, on commence à voir ces fameuses applications dont les auteurs du papier parlent. Voilà, et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. J'espère que vous avez pu apprécier la finesse de ces systèmes enzymatiques qui utilisent la lumière et puis qui contrôlent des intermédiaires réactionnels d'une très grande réactivité pour faire des réactions très, très complexes. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Voilà. Donc merci. Si vous avez des questions, je propose qu'on en discute après avec
après l'exposé de Bill, sauf si vous en avez une pressante que je traite tout de suite, le temps que Bill arrive. Alors, à nouveau, William Rutherford, donc, qui est aujourd'hui professeur à l'Imperial College à Londres. Je suis vraiment très, très heureux que Bill ait pu faire le voyage. Je ne suis pas sûr qu'il puisse revenir chez lui, mais c'est déjà bien qu'il soit là. On se connaît depuis longtemps, à la fois pour des raisons scientifiques. Bill a travaillé en France et notamment au CEA pendant des années, au CEA Saclay. Pendant des années, c'est vraiment toute sa carrière, il a été un leader dans l'étude de ce photosystème, qui est un autre système dont il va nous parler, et puis aussi pour d'autres raisons personnelles que je ne détaillerai pas. Et donc, grand merci d'avoir fait le voyage et de finir cette présentation, enfin cette matinée sur les photoenzymes ou les systèmes light dependent. Et tu es autorisé à faire ton exposé en anglais. Et sans masque. Sans masque, et tu peux garder la casquette.